Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 3 titres en ce début de week-end. Le président Nixon en route avec Zhou Enlai pour Hangzhou, la ville de Mao Tse-tung. Un accord serait déjà réalisé sur certaines questions. Le communiqué sera rendu public demain soir à Shanghai. Rugby, la cuillère en bois pour les plus mauvais du tournoi des 5 nations, les Français ou les Anglais. Eh bien, au 15 de Walter Spanghero, la réponse dans 2 heures seulement à Colombes. La vérité sur le drame et les événements d'hier chez Renault. La vérité et la justice, nous en parlerons dans quelques instants. Tout d'abord, le voyage du président Nixon. Il voudrait faire du cygne le nouvel oiseau de la paix. Comme la colombe a perdu beaucoup de plumes en Indochine, Richard Nixon a offert à Mao Tse-tung 2 grands cygnes en porcelaine. Pour que le cygne ou la colombe puisse devenir réellement des symboles de paix, il faut aborder autrement les problèmes politiques du monde. L'aéroport de Pékin, pour la dernière fois, c'est le départ et dit-on la fin de la partie travail du voyage du président Nixon en Chine. Il faisait très froid ce matin sur l'aéroport, un vent glacial, et comme vous le voyez, c'est à bord d'un avion appartenant à la Chine que le président va se rendre à Hangzhou, un Ilyushin 18 de fabrication soviétique. Pour la 2e fois sur cet aéroport, l'hymne américain, et pour la 2e fois d'ailleurs, fort bien joué. Aux côtés du président Nixon, Zhou Enlai, Premier ministre chinois. La marche des héros, le président ensuite partira avec Zhou Enlai pour donc Hangzhou, la plus belle ville du monde, disent les Chinois. Le président logera dans la résidence du président Mao, mais on dit que les 2 hommes ne se rencontreront pas. Hier, on s'est mis d'accord sur les termes d'un communiqué, mais c'est toujours le blackout quant à l'ampleur de l'accord général. Parvenus, les Chinois et les Américains, après de nombreuses heures de discussion et quelques difficultés, à un accord sur un certain nombre de questions. Le communiqué, comme je vous le disais tout à l'heure, sera publié demain à Shanghai. Comme chaque jour, depuis le début de la semaine, depuis surtout le début du voyage en Chine du président américain, un invité pour notre spécial Chine. Aujourd'hui, M. Aymar Achille Foul, député Progrès et Démocratie Moderne de la Gironde, qui a passé 15 jours en Chine et rencontré Zhou Enlai avec une délégation de parlementaires français. Vers 13h04, M. Aymar Achille Foul sur le voyage en Chine du président Nixon. Je vais voir si nous avons en direct maintenant Hervé Chabalier pour parler avec nous de ce qui s'est passé tout à l'heure hier soir chez Renault. Nous aurons donc Hervé Chabalier. Il était donc plus facile, vous le voyez, Fernand Reynaud a raison, d'avoir la Chine que les usines Renault. Je voudrais maintenant parler avec François de Closet de ce qui s'est passé dans l'espace, puisque les Russes ont en effet recueilli hier soir dans le Kazakhstan une boule contenant les échantillons lunaires prélevés par Luna 20, une boule qui avait déjà été rapportée par Luna 16. C'est la fin d'une expérience assez extraordinaire qui a surpris tout le monde, et vous, les grands spécialistes. En fait, tout au long de cette expérience de 11 jours, on a parlé de la part des Russes de la volonté de poser sur la Lune un engin de type Lunokhod. En fait, ils ont placé un engin de type Luna 20, tel que vous le découvrez ici, mais un engin perfectionné puisqu'il s'est posé dans une région montagneuse et qu'il a permis d'effectuer des forages et de rapporter donc dans sa tête, tout en haut de cet appareil, des échantillons provenant d'une région très différente des échantillons de Luna 16. Que retenir de tout ça? Eh bien que les Soviétiques sont en train de développer l'équivalent en automatique du programme Apollo. Ils ont fait d'abord des collectes d'échantillons avec Luna 16, tout comme les Américains avec Apollo 11 et 12. Ils se sont déplacés en automobile avec le Lunokhod, tout comme les Américains avec Apollo 15, 16 et 17. Ils ont fait des études orbitales avec le Luna 19, tout comme les Américains au cours d'Apollo 15. Ils ont fait des forages et des explorations de continents avec Luna 20, tout comme les Américains avec Apollo 15. Et ils ont conclu cette expérience Luna 20 en disant les possibilités immenses des automates dans l'exploration de la Lune vont continuer d'être exploitées. Vous le voyez, chez les Russes, un programme Apollo automatique d'exploration et de conquête de la Lune. Voilà l'enseignement de Luna 20. Merci François de Closet. En Irlande,
Encore des risques de violence après l'attentat contre le ministre John Taylor. Les protestants accusent déjà l'armée républicaine irlandaise d'avoir voulu assassiner un jeune ministre promis à un bel avenir politique. John Taylor, ministre de l'Intérieur de l'Ulster, a été en effet blessé grièvement la nuit dernière au cours d'un attentat revendiqué par l'IRA. John Taylor est ce matin hors de danger. France, Jean-Louis Barrot, directeur du Théâtre des Nations. Le journal officiel publie les arrêtés du ministre des Affaires culturelles, M. Jacques Duhamel, qui réorganise le Théâtre des Nations et en confie la direction à Jean-Louis Barrot. Réouverture le 17 avril. Sport, c'est probablement, Michel Drucker, le match de l'adieu à Colombes. Le Parc des Princes devrait le remplacer dès l'année prochaine pour l'organisation des rencontres du tournoi des 5 nations. Il n'y a déjà pas de place à Colombes. Le stade est plein pour le match des battus. Oui, le match des battus, vous l'avez dit au début de ce journal, oui, l'équipe d'Angleterre et l'équipe de France vont essayer d'échapper à cette humiliation, à cette cuillère de bois qui est un peu la lanterne rouge en rugby. Je pense que Pierre Sabag est déjà aux commandes à Colombes. Nous allons pouvoir avoir en direct tout de suite des images du stade Yves du Manoir que nous allons peut-être voir pour la dernière fois en direct aujourd'hui pour un match de rugby. En effet, vous le savez, en principe, l'année prochaine, le football, la fédération de football et celle de rugby se partageront le nouveau Parc des Princes. Dans un instant, dans moins de 2 heures, plus exactement, il y aura beaucoup de monde. Je crois qu'il n'y a plus une place de libre pour ce match. Disons tout de suite pour nos amis téléspectateurs de province qui s'intéressent au rugby, pour les familles des joueurs, pour les proches des joueurs de rugby français, qu'il fait très beau sur Paris. La pelouse sera donc en excellent état. Apparemment, il n'y a pas trop de vent, bien que nous ne voyons pas encore les drapeaux. Nous retrouverons Pierre Sabag et Christian Rive tout à l'heure en direct sur les 2 chaînes à 14h55 précise, 2e chaîne couleur. Voilà donc comment se présente ce match. Nous en reparlerons plus longuement dans un instant avec un invité. Auparavant, Jean-Pierre. Il y a combien de temps que l'équipe de France n'a pas remporté, si je puis dire, la cuillère de bois? Une dizaine d'années, je crois. Oui, nous demanderons ça à Georges Dutin tout à l'heure. Je crois qu'il y a un peu plus de 10 ans. 69. Ah oui, donc c'est beaucoup plus récent que ça. Jean-Pierre, nous avons peut-être une interview de Walter Spanghero. Oui, parce que si l'Angleterre a au fond très peu modifié son équipe, le 15 de France a été profondément remanié. Son capitaine, Walter Spanghero, revient avec la lourde responsabilité de remporter la première victoire de la saison, bref, de vaincre. Walter Spanghero. Alors Walter, c'est le grand retour en équipe de France. Oui, c'est le grand retour, c'est beaucoup dire. C'est un retour, disons, moyen. Je reviens à la tête d'une équipe de France, à la tête de joueurs que je connais, puisque j'ai eu l'occasion de jouer avec eux plusieurs fois dans le tournoi des 5 nations. Et disons que c'est un retour qui me fait plaisir. On vous attend un petit peu comme le sauveur, ça vous rappelle des souvenirs, 1969, France-Galles. Oui, eh bien, en 69, j'étais revenu, soi-disant comme le sauveur, mais je n'étais pas le sauveur, j'étais rentré à la tête de l'équipe de France du Stade de Colombes pour gagner un match. Ce sont 15 copains qui l'ont gagné, c'est pas Walter Spanghero qui l'a gagné. Je crois que pour cet après-midi, à Colombes, eh bien, ça se pose de la même façon. C'est Walter Spanghero qui entrera en capitaine, mais je crois que ce sera surtout 15 garçons qui auront le désir de vaincre, qui battront les Anglais. On a dit, Walter, que la présence de Doga était incompatible à vos côtés. À partir du moment où vous rentriez en équipe de France. Non, vous posez une question très difficile et très délicate. J'ai beaucoup d'estime pour Doga et il le sait. Nous avons connu ensemble des heures glorieuses au sein de l'équipe de France. Je n'ai rien contre Doga. Nous avons effectué la tournée en Afrique du Sud cet été et tout s'est passé bien entre nous. Les sélectionneurs ont pris une décision. Ça m'embête un peu car j'aurais voulu et je veux le jouer avec Doga en équipe de France pour faire taire pour faire taire les polémiques qui se sont créées entre nous, mais entre Benoît et moi, il n'y a absolument jamais rien eu. Il y a peut-être 2 conceptions de jeu qui ne sont pas les mêmes, mais je crois qu'on peut trouver un juste milieu et on peut s'entendre tous les deux sur un terrain. Cette équipe de France contre l'Angleterre, c'est une équipe de France bouleversée, et pourtant les joueurs qui se connaissent bien. Oui, c'est une équipe de France qu'on dit si bien bouleversée, c'est la 3e de cette année qui est changée, et je crois qu'ils ont changé 40 ou 45 joueurs, je ne sais pas trop combien, mais on se connaît quand même. On a fait la tournée en Afrique du Sud ensemble. La plupart des joueurs, ce sont des gars qui ont du métier, qui ont fait pas mal de matchs internationaux. Et je crois qu'on va vite se retrouver et on se retrouvera sûrement. Alors Walter, c'est l'heure de la revanche contre l'Angleterre. Bien, écoutez-moi, nous sommes 2 équipes, l'Angleterre et la France, qui sommes à la recherche de notre vérité. Souhaitons que la France la trouve la première.
Jolie formule. Votre invité, Georges Dutène. Oui, un éminent spécialiste, notre confrère du Parisien libéré, Georges Dutène, qui vient d'écrire ce livre, Les clés du rugby, édité chez Stock. Je crois, Georges Dutène, que c'est plus un livre d'initiation que d'un livre sur l'équipe de France de Oui, rugby. c'est uniquement un livre d'initiation aux règles du jeu et à l'esprit du jeu. Ça facilitera la tâche des spectateurs et des téléspectateurs, peut-être. Peut-être. Bien, Georges Dutène, que pensez-vous de ce match France-Angleterre et de cette équipe de France profondément remaniée? Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que c'est plus tellement l'heure de discuter Oui, de la c'est composition vrai. de l'équipe de France. Bien L'équipe sûr. de France, maintenant, elle est ce qu'elle est. Il Elle faut est la prendre telle qu'elle est. Oui. Mais je crois qu'on peut dire cependant que parmi toutes les modifications qui ont été apportées, il y en a certaines qui, enfin, du moins personnellement, qui me paraissent séduisantes, et puis il y en a certaines autres que j'ai accueillies avec quelques réserves. Comme l'a dit tout à l'heure Walter Spanghero, tous ces joueurs qui sont là, tous ceux qui ont été rappelés, ont déjà été internationaux. Par conséquent, ce sont des joueurs de classe, d'une valeur certaine. Mais je crois que la question qui se pose pour le match de cet après-midi, c'est de savoir si tous ces joueurs qui reviennent en bloc seront dans une condition physique suffisante pour soutenir le rythme de ce match international, puisque les matchs du tournoi des Nations ont un rythme tout à fait supérieur au rythme des matchs du championnat de France. Côté anglais, Hilaire ne sera pas là, c'est important? Côté anglais, Hilaire ne sera pas là. C'est important dans la mesure où l'équipe d'Angleterre bénéficiera de nombreux coups de pied de pénalité et dans ce cas-là, l'absence de Bob Wheeler sera une bonne chose pour l'équipe de France. Oui. Mais en revanche, si l'on a cet après-midi un match ouvert qui se dispute sur un rythme très offensif, je pense que le remplacement d'Hilaire par Peter Knight sera au contraire une excellente chose pour les Bien. Anglais. Merci, Georges Vous Dutène. allez aller à Colombe maintenant, je vous laisse partir. Je rappelle le titre de votre livre, Les clés du rugby, chez Stock. Je le disais tout à l'heure, la vérité sur le drame de chez Renault hier, la vérité et la justice. La police judiciaire a reçu l'ordre et les moyens de faire toute la lumière sur l'affrontement d'hier entre gauchistes et gardiens. Des bagarres et des incidents qui n'étaient pas les premiers aux portes de l'usine Renault de l'île Seguin. Mais hier, il y a eu coup de feu et mort d'homme. Pierre Auvernay, un ouvrier de 23 ans, a été tué, vous le savez, depuis hier soir, d'un coup de feu. L'auteur, Jean-Antoine Tramoni, a été aussitôt arrêté, il est interrogé ce matin. Ce n'est pas un des 250 gardiens de l'usine, mais un employé administratif chargé de la surveillance, selon la direction de la régie, et qui a tiré avec une arme personnelle. Alors ce matin, Hervé Chabelli, puisque je vous ai maintenant, quelle est la situation chez Renault? Eh bien, ce matin, une seule équipe de maintenance s'est rendue au travail. Les ouvriers commentaient bien sûr les incidents d'hier après-midi, mais la rentrée comme la sortie de l'usine se sont effectuées dans le calme. Mais on peut dire que pour un samedi matin, le travail a été normal à la régie Renault. Alors, est-ce qu'on a pu jusqu'ici éclaircir les points qui étaient jusqu'à présent obscurs? Il y a un certain nombre de points que vous allez probablement nous expliquer. Est-ce que vous avez des explications nouvelles? Oui, eh bien, tout d'abord, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, on connaît de sources officieuses maintenant l'identité du meurtrier de Pierre Auvernay. Il s'agit de Jean-Antoine Tramoni, un ancien militaire, âgé de 36 ans et père de 3 enfants. Tramoni est employé administratif au service de surveillance de la régie. En fait, selon certaines informations, il semble bien qu'il soit le patron, côté administratif bien sûr, des gardiens de chez Renault, et il est entendu en ce moment au quai des Orfèvres. On a parlé d'abord d'un, puis de 2 coups de feu. Est-ce que l'on connaît maintenant la vérité? Bien sûr, sur ce point, il y a toujours 2 versions. Tout d'abord, les témoins directs déclarent qu'il y a eu un seul coup de feu, que Tramoni a tiré après avoir sommé par 2 fois les maoïstes de se retirer. Quant à la direction de la régie Renault, qui elle a certainement eu le témoignage du meurtrier d'Auvernay, elle déclare qu'il y a eu 2 coups de feu, un premier à Blanc et le deuxième qui donc a tué Auvernay. Est-ce que Tramoni avait, d'après ce que vous savez, le droit de porter une arme? Absolument pas. D'ailleurs, dès hier soir, la régie Renault a fait savoir que Tramoni s'était servi d'une arme personnelle. Et il semble bien, selon certaines informations là encore, que Tramoni avait été menacé par le passé, qu'il craignait pour sa sécurité et qu'il avait donc pris l'habitude de se promener toujours en portant une arme. On a dit à plusieurs reprises, Hervé Chabelli, qu'il y avait à la régie Renault 250 gardiens. Est-ce qu'ils sont tous armés? Bien non, en principe, les 250 gardiens qui sont ici à Billancourt n'ont pas le droit, selon le règlement, de porter d'armes. Et sur ce point, il ne devrait y avoir, en principe, encore une fois, aucune ambiguïté. Sans attendre les résultats de l'enquête officielle, l'origine des incidents est controversée et donne lieu à des commentaires très vifs. Attentat fasciste pour le PSU ou crime monstrueux des groupes gauchistes pour M. Georges Marchais. Mai 68
ne recommencera pas, a déclaré hier soir à Strasbourg le secrétaire général adjoint du Parti communiste. Pour M. Marché, 68 ne doit pas recommencer en France. L'Humanité considère d'ailleurs qu'il s'agit d'une provocation, le mot revient 6 fois en première page. Laurent Salini voit dans cette affaire, je cite, la main de la classe dominante et de son gouvernement qui lance les gauchistes. Alors, quelles peuvent être, à votre avis, Chevalier, les conséquences politiques de ces incidents pour l'extrême gauche? En tout cas, je crois qu'il y a une certitude, c'est que cet incident va certainement créer un climat plus tendu chez Renault. Et les différents groupes révolutionnaires, de leur côté, vont, à partir du drame d'hier, essayer de relancer d'une certaine façon l'agitation. Dès hier soir, d'ailleurs, la manifestation de Charonne a été beaucoup plus violente que les dernières manifestations qui se sont déroulées à Paris. Et vous le savez, dès hier soir, Alain Gesmar disait qu'il voulait faire des obsèques du jeune Auvernais une grande manifestation révolutionnaire. Et puis, dans la nuit, à Nice, on apprenait qu'un groupe de jeunes s'était attaqué à une succursale Renault en brisant les vitres. Il reste, et vous l'avez dit, et c'est important, que ni le Parti communiste ni la CGT ne semblent disposés à rentrer dans ce cycle violence-répression. Et je crois que l'on peut dire, pour terminer, finalement, que le drame d'hier n'aura en tout cas pas rapproché d'un pouce communiste et révolutionnaire. Voilà donc pour l'actualité de ce matin. Nous nous retrouverons tout à l'heure avec M. Aymar Achille Foul qui revient de Chine et qui parlera du voyage à Pékin, Shanghai, Hangzhou du président Nixon. À tout à l'heure. Avec nous, je le disais tout à l'heure, M. Achille Foul, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, qui vient de rentrer de Chine, qui a passé 15 jours, qui a rencontré M. Chou En-lai, et qui peut nous dire un certain nombre de choses, d'abord sur la vie concrète des Chinois, et puis sur un fait qui a surpris les Chinois également, la jeunesse des dirigeants américains, alors que la plupart des dirigeants chinois, malgré la révolution culturelle, sont assez âgés. Voici, je vous interromps pour dire que voici les dernières images qui nous arrivent de Pékin, qui datent de plusieurs heures. C'est le départ du président Nixon en compagnie de M. Chou En-lai pour Hangzhou. C'est la résidence d'été du président Mao, c'est là qu'il va habiter pendant un jour. Protocole assez habituel. On a beau l'avoir déjà entendu, le Star Spangled Banner, l'hymne national américain joué sur l'aéroport de Pékin, ça fait toujours quelque chose. Surtout lorsqu'il y a en arrière-plan ainsi d'immenses caractères de propagande chinois. Et voici la marche des héros, donc, la marche des héros, l'hymne chinois. Oui, il semble que ce départ ait à la fois un caractère protocolaire. Ce que nous ne voyons pas sur l'image, c'est s'il y a une foule rassemblée ou non, si l'ambiance est différente d'une arrivée un peu modeste que je crois tous les commentateurs ont signalé à leur occasion. Certainement. Pour l'instant, donc c'est tout à fait classique, c'est le protocole le plus classique, avec le président Nixon qui passe en revue un détachement militaire et qui va aller prendre un avion qui n'est pas, il faut bien le souligner, qui n'est pas son avion à lui, qui n'est pas le Spirit of 76, le Boeing habituel, mais un avion chinois, un Ilyushin 18, enfin avion chinois mais de conception soviétique. Et de là, il va aller de Pékin à Hangzhou, qui est dans le centre-sud-est de la Chine. Je vous ai posé tout à l'heure une question, M. Achille Foul, sur l'âge des dirigeants chinois et de l'âge de ceux qui accompagnent en ce moment M. Nixon. Oui, vous savez bien que l'âge était également synonyme de sagesse, n'est-ce pas, en Chine. Et il est clair que ceux que nous avons rencontrés en Chine, parmi les dirigeants, en dehors des deux grands que sont Mao et Chou En-lai, n'étaient pas de jeunes gens. Car la moyenne d'âge était entre 70 et 85 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'en Chine, ça ait exactement le même sens que chez nous, d'une part, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une équipe de relève pour la suite, n'est-ce pas? Pour le moment, on assiste peut-être quand même à la fin d'une certaine génération de dirigeants, dont certains anciens et même certains compagnons de la longue marche ont franchi la barrière, comme on le sait, comme par exemple Liu Shaoqi ou Lin Piao dans les. Vous voulez dire qu'il y a donc un certain nombre de jeunes, enfin d'hommes d'une cinquantaine d'années, jeunes par rapport
survivants de la Longue Marche qui sont arrivés au pouvoir peut-être grâce au phénomène de la révolution culturelle. Je crois que c'est tout à fait probable, parce que je ne pense pas que le président Mao, qui connaît son âge, n'ait pas le sentiment de la nécessité pour lui d'organiser la suite à prendre, mais ce ne sont pas ceux, pour la plupart d'entre eux, sauf le vice-ministre des Affaires étrangères, ce ne sont pas ceux que nous avons vus. Bon, ils défendront naturellement la pensée de Mao Tse-tung ou la pensée Mao Tse-tung. Finalement, ici, on ne sait pas très bien comment faire la distinction et pourquoi la faire. Oui, et on parle souvent de la pensée de Mao à propos de chaque problème, comme si le président Mao appliquait à chacun de ces problèmes une espèce de solution miracle. Alors qu'il s'agit, d'après le sentiment que nous avons eu, pas du tout de ça là-bas, mais de la pensée Mao, c'est-à-dire d'une espèce de vue globale des problèmes qui se posent à son pays et qu'il convient, pour les autorités responsables, d'adapter aux problèmes qui sont à résoudre. Est-ce que c'est une pensée qui elle-même évolue, même si elle donne des indications, des orientations pour la vie quotidienne des Chinois? Il est clair qu'elle évolue, n'est-ce pas, entre les 100 fleurs, le Chen Feng et la grande révolution culturelle prolétarienne. Cette pensée évolue, bien entendu. Vous savez, monsieur, qu'on ne sait encore rien sur la réalité des accords auxquels sont parvenus Chinois et Américains. Il y en a, le président Nixon l'a dit ce matin à Hangzhou, il y a eu des accords de réaliser, mais n'a rien dit sur le fond. On saura ça, peut-être quelque chose du moins, avec un communiqué qui sera publié demain matin à Hangzhou, à Shanghai justement. Mais il y a une question qui nous intéresse, enfin qui intéresse tout le monde, c'est la possibilité, quelle influence ce voyage du président Nixon à Pékin peut-il avoir, à votre avis, sur la guerre du Vietnam? Le Premier ministre Zhou Enlai nous a très longuement parlé de cette question à propos des conversations qui devaient avoir lieu 15 jours après notre passage avec le président Nixon. Et nous avons eu le sentiment qu'il a pris les plus grandes précautions de nous indiquer que la politique de non-ingérence de la Chine se poursuivait. Nous sommes d'ailleurs convaincus, pour avoir été ensuite à Hanoï, qu'il y avait un facteur d'inquiétude dans l'esprit de Pham Van Dong, le Premier ministre, et des autorités responsables de la République démocratique du Vietnam quant à cette visite et à la possibilité évidente de passer par-dessus leur tête pour traiter de problèmes de la suite en ce qui concerne la guerre du Vietnam. Est-ce que les Chinois vous ont semblé aussi préoccupés par le développement du Japon que les Américains? Eh bien, d'abord, pour en finir, je suis tout à fait convaincu, à propos du Vietnam, que les Chinois ne prendront pas le risque de dire quoi que ce soit dans le cadre de leur conversation avec le président Nixon. Même pour créer un climat. Le climat est créé, n'est-ce pas? L'ambiance est créée. De là à des résultats pratiques, non-ingérence, c'est formel pour les dirigeants chinois. Alors, quant au Japon, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent dans ce voyage. Et je trouve qu'on ne s'est pas suffisamment étonné de ces accords de défense, par exemple, et de ces accords commerciaux et économiques qui existaient par-dessus l'immense Chine entre le Japon asiatique, oriental et les États-Unis occidentales et tout ce que cela représente. Il ne faut pas oublier que le président Sato doit quitter la tête des affaires du Japon au mois d'avril ou de mai prochain, si je ne m'abuse. Là se posera un problème asiatique proprement dit. Le Japon a besoin de la Chine pour cette expansion économique qui est la sienne. Et qui nous dit que la Chine n'a pas besoin du Japon pour développer d'une manière plus accélérée que sa façon actuelle, par exemple, son industrie, alors que jusqu'à présent, les problèmes de l'agriculture sont résolus dans une large mesure, mais pas encore ce développement industriel. Monsieur Achille Foul, merci d'être venu commenter avec nous cette étape du voyage du président Nixon en Chine. Prochains invités de Spécial Chine, lundi, monsieur Alain Perfit, mardi, Edgar Faure. À tout à l'heure, 13h30.